visibilité du Conseil économique et social du Bénin, faiblesse institutionnelle ou déficit de communication. Je voudrais d'ores et déjà remercier le président Toukourou qui a largement mis l'accent sur un certain nombre d'éléments qui doivent revenir ici au niveau de l'utilité et que je vais donc vous abréger au fur et à mesure. Pour aller dans ce thème, nous allons voir quelques constats actuels de cette visibilité du Conseil économique et social. Ensuite, nous allons nous pencher un peu sur les questions essentielles de l'utilité du Conseil économique et social, ce qui, à notre avis, est très, très utile aujourd'hui pour montrer qu'il y a assez de production, assez de travail aujourd'hui au niveau de notre institution, très représentative, comme cela a été dit également. Et nous allons voir un peu, c'est quoi la visibilité, quelle est la problématique de la visibilité aujourd'hui et comment surmonter ça. Qu'est-ce qui se passe concrètement sur cette visibilité? Et nous allons donc pour cela aller sur 4 enjeux de communication. Voilà votre loi organique qui ne vous permet pas du tout de communiquer. Et si vous devez communiquer, comment alors communiquer? Comment est-ce que ça peut se passer? Nous allons voir quelques perspectives et puis nous allons nous arrêter à ce niveau. En introduction, je voudrais dire que véritable assemblée consultative, le Conseil économique et social du Bénin reste l'institution où se côtoient les représentants des forces vives de la nation au travail. C'est une assemblée essentiellement... Vous suivez? C'est bon? C'est une assemblée essentiellement représentative. Ce sont des femmes, des hommes issus de toutes les catégories socio-professionnelles et qui ont pour mission de contribuer significativement au développement socio-économique de notre pays. Là, c'est sur... vous suivez? C'est ça? Il y a un problème? Ah, les caméramans vous dérangent. Ok. De toute façon, faites confiance à ma voix. Je vais, à défaut, utiliser un micro bio pour vous permettre donc de me suivre. Alors, les membres du CS ont su insuffler un nouveau dynamisme aux activités que mène l'institution en lui imprimant une plus grande visibilité et en la faisant contribuer davantage au développement économique et social du Bénin, développement culturel, développement environnemental par ses nombreuses initiatives et ses orientations. Il est vrai aujourd'hui que le CS du Bénin est non seulement connu des Béninois, mais aussi de tout l'espace francophone et dans le monde entier. On dirait même que le CS du Bénin est connu à l'extérieur, plus à l'extérieur qu'au Bénin, compte tenu donc de tout ce que nous voyons, l'Union des conseils économiques et sociaux et francophones, des institutions similaires des États et gouvernements membres de la francophonie. Le CS Bénin sort de sa léthargie avec un leadership participatif des hauts conseillers que vous êtes. C'est sous donc, le Conseil économique et social qu'on a la charte sociale de l'UCESIF qui a vu le jour. Le CS Bénin est également membre de l'UCESA, Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique, la FCESIS, comme cela a été dit tout à l'heure. Le gouvernement et l'Assemblée apprécient à leur juste valeur la contribution et les suggestions de l'institution dans la mise en œuvre de politiques économiques et dans le renforcement du dialogue social. La 5e mandature a pris déjà la mesure de l'immensité des tâches qui attendent et y travaillent davantage. L'enjeu de la visibilité n'est pas foncièrement nouveau. La 17e édition de Baromètre Edelman Trust n'a fait qu'une fois encore confirmer que le décrochage de la confiance entre les élites, la population et les institutions ne cesse de s'agrandir. Selon les secteurs, les types d'activités, l'enjeu est plus ou moins prononcé. Il est davantage remarqué et remarquable aujourd'hui que plus on attend d'une institution, plus on espère davantage en matière de communication. Il n'en demeure pas moins que l'érosion de la confiance est récurrente, d'où d'ailleurs l'extrême urgence de retrouver, de retravailler et revisiter la visibilité un peu plus que par le passé. Par beaucoup d'acteurs politiques, parce que beaucoup d'acteurs politiques, j'allais dire, surfent sur cette vague de défiance envers l'institution
afin que les politiciens et les médias, mais aussi les ONG, les entreprises, puissent y trouver un sens profond dans la refondation de leur confiance en notre véritable assemblée consultative des hauts conseillers de la République. Le constat continue aujourd'hui dans ce sens où les premiers conseillers économiques et sociaux ont été mis en place dès l'indépendance des premières colonies africaines de 59 à 60, généralement sur les modèles du CS français. Les CES ont tous des rôles similaires, quels que soient les pays au sein desquels ils sont établis. Ce sont des assemblées consultatives qui ont pour mission de conseiller le gouvernement sur des questions économiques et sociales, parfois aussi culturelles et environnementales, auxquelles est confronté le pays. Au Bénin, les prérogatives du siège découlent de la Constitution du 11 décembre. Aujourd'hui, nous sommes 11 décembre, en fait. On allait se dire joyeux anniversaire pour notre Constitution. Peut-être à la fin, le président va nous amener à chanter joyeux anniversaire pour la Constitution du Bénin. Donc, cette Constitution prévoit en ses articles 139, 140, 141 et de la loi organique 92-010 du 16 juillet 92, au terme desquels l'institution est chargée d'éclairer par ses avis et recommandations le président de la République et l'Assemblée nationale sur les problèmes d'ordre économique et social dont il est saisi, ainsi que sur les réformes lui paraissant conformes ou contraires à l'intérêt général. Le CIES est le cadre privilégié de concertation, d'échange et de dialogue social par excellence, mais il n'en demeure pas moins que le CIES est une institution peu visible malgré tout, et dans l'ensemble peu écoutée par le pouvoir exécutif, alors que son action pourrait et devrait, et se passe d'ailleurs ainsi, entre infiniment utile et favoriser le développement économique et social de notre pays. Voilà les constats qui sont faits et qui continuent. En raison des thèses qui le régissent, et malgré qu'il soit un véritable laboratoire de réflexion scientifique, de réflexion économique et de dialogue social, le CS reste et demeure encore une institution de dialogue social par excellence à découvrir, que les gens recherchent davantage et pour lesquels beaucoup de problèmes se posent, et dont le problème dont nous avons tous été au courant ici. Et pourtant, malgré tout cela, le CS reste et demeure cette institution dont les activités ne sont pas toujours bien connues. Il y a une frange de la population qui se demande effectivement à quoi sert réellement le CS. Est-ce que le CS n'est pas budgétivore? Est-ce que le CS n'est pas fait pour favoriser des gens? Est-ce que le CS n'est pas là seulement pour que certains politiciens qu'on n'arrive pas à caser quelque part là se retrouvent là? Est-ce que le CS n'est pas? Est-ce que le CS n'est pas? Est-ce que le CS n'est pas? C'est justement parce qu'il y a un déficit de connaissance, un déficit de perception de cette utilité. C'est pourquoi il faut quand même qu'on passe à l'utilité du CES, qui aujourd'hui montre que le CES est au service des pouvoirs publics par ses activités institutionnelles. À ce titre, il éclaire le gouvernement, on l'a dit. Dans la première mandature, à la mandature en cours, précisément 1995 à 2016, le CES a examiné des sujets brûlants de saisine. Je donne quelques exemples ici. L'examen par le CES des demandes d'avis et d'études du gouvernement et de l'Assemblée nationale apporte de la valeur ajoutée au processus conduisant à la prise des décisions et à l'adoption des divers textes devant régir la vie économique et sociale. Lorsqu'on peut consulter le Conseil économique et social sur l'ensemble de ces avis, peut-on encore dire que le CES est là seulement? Le CES s'autosaisit des préoccupations des populations en vue de formuler des recommandations conformément à l'article 139 alinéa 4 de la Constitution. De sa première mandature à nos jours, le CES a étudié 107 sujets d'autosaisine couvrant tous les aspects de la vie socio-économique, culturelle et environnementale de notre pays. Il y a des activités innovantes au niveau du Conseil économique et social, des règlements de diverses crises sociales, le président en a parlé tout à l'heure, les interventions en faveur des populations et des acteurs économiques, le cas de concertation des présidents d'institutions constitutionnelles, l'organisation de séminaires et forats et autres actions portant sur les problématiques de développement, le rayonnement international. Que de prix ont été apportés au Bénin par les anciens présidents et les nouveaux présidents, autant que faire se peut, pour montrer ce rayonnement. Je peux dire tout à l'heure que le CS est peut-être mieux connu à l'extérieur qu'au Bénin. Il y a donc un problème aujourd'hui
de communication. La problématique de la visibilité, alors, la première chose, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de communication. Parce que certainement, la loi organique ne permet pas, comme le président l'a dit tout à l'heure, il faut alors travailler dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la loi organique prenne en compte les dimensions de la communication? Mais on va voir tout à l'heure les dimensions également qu'il faut aborder et comment faire attention également. Le CS au Bénin a une forte activité, mais dont son influence est encore trop faible pour que ces résultats soient réellement efficaces. Monsieur le Président, vous faites beaucoup, mais vous êtes trop sobre. On dirait que vous êtes si sobre qu'avec ce caractère sobre, les gens ne vous comprennent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner à la Constitution, c'est sûr. En dépit de son originalité en tant qu'expression constitutionnelle plurielle des forces politiques, sociales et économiques qui le composent, les résultats de ces travaux sont peu connus hors du cercle restreint des autorités. Le CS est très bien organisé, divisé en commissions auxquelles sont attribuées des missions spécifiques. Mais il ressort le manque de moyens, notamment en ce qui concerne les équipements peut-être informatiques et l'accès à Internet, ce qui réduit considérablement leur efficacité. Le CS est doté certainement aujourd'hui d'un site web et a mis beaucoup d'informations sur ce site, mais il reste inaccessible encore à beaucoup de gens. Le deuxième problème de la problématique de visibilité, en son point 2, c'est les faiblesses institutionnelles au niveau du Conseil économique et social. Le manque de perception de l'utilité de l'institution, le manque de perception de son impact réel dans la vie économique et sociale dans nos communautés, tout ceci mine beaucoup le CS et sa visibilité. Mais en fait, qu'est-ce que le CS transforme au Bénin? Je vous pose la question brute comme ça là. Qu'est-ce que le Conseil économique et social touche dans la vie des femmes, des hommes, des enfants, des jeunes, dans la plupart de nos communautés? Les gens ne voient pas ça. Le CS donne des avis et des recommandations, d'accord. De même, les résultats des travaux du CS sont rarement, voire pas du tout pris en compte par le pouvoir exécutif. Voilà encore la situation. Parce que simplement au niveau de notre constitution du 11 décembre, il n'y est pas donné au pouvoir exécutif l'obligation de consulter, l'obligation de prendre en compte ce que le Conseil économique et social dit. Pourtant, le CS est illustré dans la résolution des crises sociales, en instaurant un dialogue entre syndicats et gouvernement. Ça a été dit tout à l'heure. Les avis du CS n'ont pas de caractère exécutoire, donc ne sont pas appliqués par l'exécutif. Je n'ose pas donner l'expression du chien à boire, la caravane passe. Mais en fait, le gouvernement ne se sent pas obligé. Le gouvernement n'est pas du tout dérangé. Si le CS se fâche aujourd'hui, ça ne dit rien au gouvernement. La visibilité et l'efficacité du CS s'en trouvent largement réduites, alors que les travaux pertinents des conseillers pourraient permettre une amélioration notable de la situation économique du Bénin. Je voudrais donner seulement les exemples où on a pris certaines lois. Et ces lois sont allées devant le Parlement. Et tout le monde voit un peu le caractère de la plupart de ces lois dans leur applicabilité. Il y a des lois qui vont et qui sont retournées au niveau, donc, et que le Conseil, que la Cour constitutionnelle rattrape. Et si ces lois avaient fait un passage à niveau, au niveau du Conseil économique et social, pour faciliter un certain nombre de réflexions d'abord, pour faire des propositions, est-ce que ces lois seraient retournées? Il y a beaucoup de lois aujourd'hui qui sont sur la table et qui sont là, retournées seulement, comme pour demander aux gens, revoyez votre copie. Revoyez votre copie au moment où on a un parterre d'acteurs intelligents, un parterre de personnalités aujourd'hui qui réfléchissent, un parterre de légitimité fondée, de représentativité, de crédibilité dans la pensée, dans la réflexion. Aujourd'hui, on perd le temps aujourd'hui à envoyer des textes et des lois au niveau du Parlement pour qu'on se retrouve bredouille, comme n'ayant pas une institution comme celle-ci. Je crois qu'il faut qu'on se lève un jour aussi pour dire non à ça. Au nom de quoi on va, n'est-ce pas, bafouer une telle institution dans notre pays. Et on n'est pas encore là, il reste un peu. Les 4 enjeux de visibilité qu'il faut saisir aujourd'hui, qu'il n'est plus possible d'ignorer par le Conseil économique et social. Avec plus de 3 milliards, là, votre attention est très soutenue. Avec plus de 3 milliards d'utilisateurs d'Internet aujourd'hui dans le monde, un géant Facebook qui en accapare quotidiennement une bonne moitié, les paradigmes de communication théorisés
et pratiquées durant ces 30 dernières années sont durablement du plomb dans l'aile, même si d'aucuns persistent à s'y accrocher mordicus. Même si la loi organique aujourd'hui ne vous permet pas de communiquer, voici un certain nombre de points sur lesquels nous allons faire attention lorsqu'on pourra bien communiquer et mieux communiquer. 4 défis aujourd'hui doivent être inscrits sur la feuille de route stratégique des communicants au niveau du Conseil économique et social. Les occulter relèvent de la faute professionnelle. On ne pourra pas atteindre certains nombre d'objectifs. L'enjeu numéro 1 qu'il faut saisir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les fake news. De plus en plus, on assiste à la production et pour une meilleure visibilité de l'institution, des informations relatives à un fait, à un personnage, une institution qui font de plus en plus l'objet de déformations, d'inventions, de supputations, de mises en cause pernicieuses. Face à de telles situations, il faut publier ses propres bulletins d'information. Le Conseil économique et social a raison d'avoir son bulletin d'information et occuper les médias classiques pour permettre aux populations de trier le bon grain de livret. Et au petit jeu de la propagande, de la propagation et de la répercussion des mauvaises nouvelles, les médias sociaux sont utilisés aujourd'hui. Nous sommes à l'ère, n'est-ce pas, des médias sociaux. Et il faut, au moment où les médias sociaux prolifèrent et utilisent les mauvaises informations pour tenter de salir l'institution ou une personnalité de l'institution, il faudrait opposer à cela ce qu'on appelle aujourd'hui l'information alternative, la réinformation, la contre-information pour permettre aujourd'hui de travailler dans ce sens. Et donc, il doit y avoir aujourd'hui des gens au niveau donc, de l'institution pour pouvoir le faire. Il faut convenir de nourrir en permanence la culture journalistique. Est-ce qu'il y a aujourd'hui au niveau du Conseil économique et social une revue de presse qui permette aux conseillers, une fois par semaine, de voir l'actualité, de vivre l'actualité? Vous avez certainement un contrat, vous avez chacun des journaux, mais il faut quelqu'un qui fasse au niveau du Conseil économique et social, qui vous dise lundi, mardi, mercredi, voici bien, tous les lundis ou tous les mercredis, il faut quelqu'un qui vous fasse la revue, n'est-ce pas, la revue de presse, et qui partage ça avec les conseillers. Ils n'ont certainement pas le temps, mais il faut qu'ils comprennent comment les choses évoluent aussi. Cela veut dire qu'il faut se doter d'outils de veille pour pouvoir être agile au niveau de certaines revues. Il faut aussi se reposer sur la quantité d'outils dont regorge le marché aujourd'hui. On va passer. L'enjeu numéro 2, c'est, disons, tous ceux qui sont dans ce qu'on appelle le cyber-hacking. C'est contre les intrusions malveillantes, des piratages de données ou de détournement de contenu. Nous avons une institution très forte aujourd'hui qui doit se méfier de ceux qui sont très forts aujourd'hui. Il y a de tout petits enfants aujourd'hui, je dis bien enfants, qui vont vous détourner complètement du contenu de votre site et l'institution se trouvera complètement en l'air. Il faut s'apprêter pour cela. C'est indispensable pour contrer les intrusions malveillantes, des déphasages, c'est-à-dire que votre site est piraté, des données dont vous n'êtes plus propriétaire. Vous êtes là, mais déjà manipule des informations sur votre site. Voici de la moindre information qu'on devait donner. On s'en trouve dans une abondance et ça ne nous appartient pas, ça ne nous permet pas d'aller un peu plus loin. On va passer plus loin. Le troisième enjeu, c'est de travailler à la confiance, restaurer la confiance à travers une série de communications et asseoir sa visibilité. En ce qui concerne la confiance, l'enjeu n'est pas foncièrement nouveau, comme je l'ai dit tantôt. Il faut créer un espace avec les usagers du Conseil économique et social, tous ceux qui espèrent au niveau du Conseil économique et social, à travers la communication il faudrait le faire. Et là, vous irez plus loin. Vous êtes obligé de communiquer sans utiliser les canaux officiels et les médias qui existent. Parce que chaque personne ici, chaque conseiller ici est un relais substantiel de ce qui se passe ici au niveau de sa base représentative. Est-ce que vous communiquez en retour, en dépit donc des réserves qui existent? Quelles sont les communications, quelles sont les informations qui passent de vous pour aller vers la base? Et généralement, ces retours vers la base se passent seulement pour créer une certaine confiance. Mais c'est lorsque les élections s'approchent qu'on abonde encore dans ces communications. Et on veut satisfaire
à une doléance que les gens font. Il faut aller à l'enjeu numéro 3 toujours. Pour regagner la confiance et asseoir la visibilité, le CIES a mis en place un dispositif déjà. C'est cette institution de dialogue permanent. On a dit tantôt que c'est une véritable assemblée consultative. Le Conseil économique et social reste l'institution où se côtoient les représentants des forces vives de la nation. Et la nation au travail, j'ai bien aimé l'expression quand le président l'a dit tout à l'heure, je l'ai reprise. Ce sont des femmes et des hommes issus de toutes les catégories socio-professionnelles et qui ont pour mission de contribuer significativement au développement socio-économique du pays. Lors de l'installation des conseillers, il a été dit, le président Yahi Boni, je le cite ici, il a reconnu l'importance du CIES dans le paysage. L'actuel président aussi a reconnu les mérites et s'en félicite, heureusement. Heureusement que tous les présidents vous félicitent. Et donc, vous gagnez la confiance en haut, vous devez retravailler la confiance aussi en bas et parmi les populations. Alors, regagner toujours la confiance, c'est toujours le travail de la 5e mandature s'attache à poursuivre l'étude des sujets. Le CIES travaille aujourd'hui. Nous avons été très heureux plusieurs fois où nous avons été appelés en tant que société civile pour partager une perception que nous avons sur une situation. Cela se passe avec le secteur privé, ainsi de suite. Un certain nombre d'études qui se font, c'est justement pour gagner la confiance des populations. Quel type de contribution on peut apporter pour aller plus loin? Regardez le dernier point, par exemple, la problématique de l'emploi des jeunes au Bénin. Le président en a cité tellement que je ne veux plus me mettre à vous en citer. Vous travaillez, mais on ne vous connaît pas. Vous travaillez, mais c'est caché. Vous travaillez, mais il faut aller plus loin. Le CIES est toujours une institution de dialogue permanent. Je pense que c'est un peu un certain nombre d'exemples que le président a donné tout à l'heure. Et ça, je voudrais revenir un peu dessus pour le dire. Alors que le dialogue entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, la Sénat, la Commission électorale nationale autonome et le COSLEPI, le comité d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente, était au point mort, le CES a fait de son mieux pour jouer un rôle de leadership, pour apporter un complément d'objet direct dans cette crise et relever le niveau de perception et d'évolution donc, dans cette crise-là. C'est plutôt à l'honneur de notre président Tabé Bien et l'institution. Il sera inspiré un certain nombre d'acteurs de la société civile qui sont revenus lorsque nous avons entamé le présent mandat pour pouvoir voir de quelle manière on peut solliciter davantage ce leadership pour accompagner et initier un dialogue pour la paix et la solidarité au plan national. Et ceux-là sont toujours derrière le président pour pouvoir avoir gain de cause. Ils auront ça bientôt. Il y a un écueil à éviter dans les stratégies de communication qu'on appelle l'infobésité. L'infobésité. Il faut communiquer, c'est une chose, mais encore faut-il parvenir à se faire entendre. Si parfois un déficit de confiance existe et affecte particulièrement les grandes institutions et des entreprises, cela n'aide pas facilement à tisser des liens avec des publics. Nous communiquons assez, nous allons un peu plus loin, mais nous voulons utiliser, aller au deuxième schéma, je vais voir. Regardez un peu, on a tendance à utiliser les médias sociaux aujourd'hui. Il sera illusoire, parce que nous voulons communiquer, d'aller un peu plus loin. Vous voyez, Facebook existe. Il y a des noms que je ne maîtrise même pas là. Il y a des tests, beaucoup de tests. Ici, on a donné juste le tableau de 60 secondes d'informations qui circulent sur Internet. De 60 secondes. Vous voyez, il y a 16 millions de messages qui passent. Il y a 4,1 millions de vidéos YouTube qui passent. Il y a 342 000 applications que les gens téléchargent comme ça là. Mais écoutez, lorsque vous allez vous lancer dans ça là, d'abord, votre activité seulement au niveau de CS s'en trouverait, je ne sais pas, peut-être impactée, mais qui sont ceux qui sont habitués à Internet dans notre pays? En fait, qu'est-ce qu'on veut dire? Allez au document suivant. C'est-à-dire que la bonne veille de la communication voudrait qu'on utilise une poignée de médias, c'est sûr, mais trop d'informations tue aussi l'information. Il faut pouvoir, d'ailleurs, vous ne pourrez pas aller plus loin que ce que votre loi organique vous demande. Cependant, il faut faire en sorte que si aujourd'hui, pour créer la confiance avec les jeunes, avec les femmes, avec les couches, il faut utiliser les médias sociaux, il faut pouvoir le faire. Aujourd'hui, c'est la capacité d'interagir
voir la capacité de coproduire. Et vous le faites si bien. Vous travaillez avec les députés, vous travaillez avec la société civile, vous travaillez avec les élus locaux, vous travaillez avec autant de personnes. C'est la capacité à écouter que l'institution a pour regagner de la confiance et par ricochet de la visibilité. Pas en bombardant un certain nombre de contenus au niveau des sites. Il faut créer la confiance. Il faut susciter la perception des choses. Il faut donner l'impression qu'on fait des études ensemble. L'enjeu 4 et le dernier, c'est la cohérence entre le discours et l'acte. Quels sont les discours qui passent au niveau du Conseil économique et social? J'ai pris un schéma, on a dit « keep calm and work the word, we talk ». C'est-à-dire qu'en réalité, ça vous illustre au niveau du Conseil économique et social. Vous travaillez et les gens parlent là-bas. Ou bien, les gens pensent que vous n'existez pas. Donc, vous travaillez et vous marchez quand même. Une institution républicaine au service du développement, c'est ça que vous êtes. Et vous êtes au service donc, du Bénin et des Béninois. Dans un élan de solidarité, de patriotisme, les hauts conseils de la République, le Conseil économique et social du Bénin apportent leur expertise aux décideurs au plus haut niveau de l'État sur des sujets à caractère économique, social et culturel. Je dirais que scientifique et technique, cette volonté d'être utile à la nation se manifeste par la qualité et l'assiduité des membres de cette institution aux travaux. Aujourd'hui, c'est de la capacité à interagir, comme je l'ai dit tantôt, voir la coproduction qui soit possible également pour influencer, pour impacter les réalités, pour apporter le changement, pour apporter le développement. Suivant. Alors, l'enjeu 4, c'est toujours la cohérence et un peu les études qui ont été faites. Le travail de la 5e mandature s'attache à poursuivre l'étude, un certain nombre d'études aujourd'hui, la contribution de la diaspora, la promotion de la riziculture, enjeux, perspectives, le règlement des différends de travail et l'impact socio-économique au Bénin, le développement économique et social des communes du Bénin, oui, rôle et responsabilité, c'est ça. Le chien aboie, la caravane passe, vous travaillez ici et les gens ne perçoivent pas ça. On va faire en sorte que, autant que faire se peut, ces études-là. J'espère qu'il y a une loi organique sur la table des députés actuellement. Est-ce qu'il y a tout ça dedans pour vous permettre de publier? Est-ce que tout ça se trouve dedans? Et si ce n'est pas dedans, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, les conseillers de la 5e mandature accordent beaucoup d'importance à la formation et à la mise à niveau du personnel administratif au Conseil économique et social. Le Conseil économique et social poursuit l'étude des sujets d'autosaisine. On a parlé d'un peu de temps, le président en a parlé déjà, on peut passer. Alors, quelques perspectives. Améliorer la visibilité du CS, c'est nécessaire aujourd'hui. Une meilleure prise en compte des avis et recommandations par l'exécutif dans la conduite des politiques publiques, ce qui implique une nécessité pour le CS d'obliger les destinataires par la pertinence des avis et recommandations. C'est toujours au niveau des réformes attendues. L'insertion effective des rapports, avis et recommandations dans le journal officiel, une meilleure communication pour assurer la visibilité du CS. Oui, télévision, vous avez ça, la radio, vous avez, les sites internet, vous en avez, mais comment rendre ça plus dynamique? L'instauration d'actions pour rendre le CS plus efficace, la mise en place du programme de formation pour les conseillers, pour leur permettre une meilleure appropriation et une très bonne communication sur des problèmes économiques et sociaux. Oui, l'instauration d'actions pour rendre le CS plus efficace, la mise en place d'une meilleure représentation de la société civile. Oui, vous nous avez donné 2 places, mais aujourd'hui, nous sommes certains que le Conseil économique et social et toute la société civile, c'est pour s'en réunir. Donc, on a plus que 2 places déjà, mais si on peut avoir un peu plus encore, est-ce que c'est dans la loi organique? Est-ce que c'est déjà dans la loi organique? Donc, s'il y a une possibilité de revoir ça encore, Monsieur le Président, c'est juste un plaidoyer de 5 cm seulement. La mise en place d'une meilleure représentation de la société civile, un encadrement de la limitation du mandat des conseillers par souci d'efficacité et d'ouverture de l'institution. Quels sont les autres acteurs de la société civile? Non, pas forcément, mais est-ce qu'il y a d'autres acteurs de la vie aujourd'hui, de la vie sociale, de la vie économique, de la vie environnementale aujourd'hui, pour lesquels on peut ouvrir encore un espace pour qu'on augmente encore le nombre de conseillers? Nous plaidons aussi pour ça. Il faut renforcer les capacités financières des conseillers, mais il faut aussi agir sur le budget
le budget du Conseil économique et social. Il y a des institutions, je n'ose pas dire, et qui ne travaillent pas comme vous, je n'ai pas dit ça, mais qui ont plus de budget que vous. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire, Monsieur le Président? C'est aussi un autre plaisir. Mais est-ce que c'est dans la loi organique aussi? Il faut revoir la loi organique là. Mesdames et messieurs, je voudrais faire comme si j'allais conclure et chuter sur ces quelques mots. Le CIES est une institution cruciale pour le développement économique et social. Son rôle pourrait être beaucoup plus bénéfique pour la société civile. Et si sa place parmi les autres institutions est renforcée, il faudrait donc agir au niveau des réformes pour restaurer sa capacité d'influencer l'économique, le social, l'environnemental. Une meilleure considération du CIES est aussi une condition de son efficacité. De même que l'amélioration de son fonctionnement à l'interne, la coopération internationale est aussi nécessaire pour que nous puissions sentir ce qui se fait pour faire face à ces challenges. Les efforts des associations comme la SCIS, l'UCESA ou l'UCESIS sont à saluer car elles encouragent le développement des conseils économiques et sociaux. Je voudrais vous remercier pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Je voudrais donc, avec le soin des auteurs, parce que moi-même je vais l'officier, je vais l'organiser, recueillir les interventions, des questions, d'éclaircissement, d'éclairage, mais également des contributions par rapport à la problématique qui est posée sur la visibilité nécessaire à donner au CES sur les travaux et sa contribution à la République. Je voulais demander en 1969, le siège du CES était où? En 69 et après en 94 quand ça a repris. Donc c'est 2 années, s'il vous plaît. Merci bien. Quel est le niveau d'ancrage de la jeunesse que cette association puisse avoir? Parce que nous ne voyons pas la jeunesse vraiment représentée au sein du CES, vu le vote de désignation des différents membres du CES. Je voudrais alors attirer l'attention des uns et des autres. Si le CES est un organe de l'avenir, doit alors obligatoirement avoir en son sein une représentation valable de la jeunesse. Je vous remercie. Par rapport au Conseil économique et social, je voudrais savoir, ou je voudrais que les honorables conseillers ici éclairent un peu ma lanterne, qui est que nous déplorons tous le fait que le CS ne soit pas assez connu. Mais est-ce que les tests fondamentaux qui régissent le Conseil économique et social sont déjà traduits dans nos langues? Et est-ce que le Conseil économique et social fait un pas vers la grande masse populaire qui n'est pas alphabétisée en français pour se faire connaître? Parce que quelque part, il va falloir que nos honorables conseillers vendent le CES auprès de la population pour que les gens puissent avoir soif de mieux connaître, de mieux se renseigner pour savoir tout ce que le Conseil économique et social fait pour la population. Je voudrais juste refuser de dire ou de croire que le président Rafiou Toukourou a travaillé tout en étant dans une posture de « après moi le déluge ». Tout simplement parce que on n'a jamais agité ce spectre de déni du CES pendant toutes ces mandatures. Mais comment peut-on brutalement expliquer cet état de choses, surtout qu'il a travaillé avec beaucoup de collègues qui étaient avec lui durant toutes ces mandatures? Est-ce qu'il pense que quelque chose n'a pas fonctionné avec nous? Parce qu'en tant qu'observateur de loin, il a toujours suivi les actions de notre institution. Pense-t-il qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné pour qu'il veuille bien voler au secours pour nous dire ce qu'il faut faire? En fait, c'est dans cet esprit que, il semble que c'est dans cet esprit que la direction actuelle
du Conseil économique et social a initié le présent forum national. Alors, je suis peiné de poser la question comme ça parce que je ne trouve pas dans ma tête qu'est-ce qui peut être à la base de ce déni qui est agité depuis un certain temps. Parce que ça ne relève pas, je pense, des prérogatives des personnalités qui sont élues et choisies pour travailler au sein de cette mandature. Ma deuxième préoccupation, c'est que une institution, avant que le législateur ne pense à sa mise sur orbite, s'est fondée sur un certain nombre de préoccupations, de prérogatives, de dimensions incompressibles nécessaires au fonctionnement du pays. Alors, je ne peux pas comprendre pourquoi on en est arrivé à cet état de choses. Merci. C'est le conseiller Espérant Noutaïs. Mon intervention est relative à la problématique de la visibilité du Conseil économique et social du Bénin, faiblesse institutionnelle ou déficit de communication. Je pense qu'il s'agit des deux, à la fois d'une faiblesse institutionnelle et d'un déficit de communication. D'abord, les textes qui régissent le Conseil le confinent dans une certaine posture. Déjà, nos débats sont à huis clos. Déjà, les résultats de nos réflexions ne peuvent pas être publiés. Et déjà, nous ne pouvons pas interroger le président de la République ou le gouvernement à qui nos propositions et recommandations liées à des études sont adressées, ni le bureau de l'Assemblée. Donc ça, au niveau institutionnel, il y a problème. L'autre chose, dans notre pays, lorsque vous êtes une institution et qu'elle n'est pas une institution de décision, vous n'avez pas de valeur. Nous sommes formatés comme ça. C'est à la limite un machin. Et les débats qui ont eu cours avant le projet de révision de la Constitution m'ont conforté dans cette idée-là que le CES n'est pas considéré au niveau même des intellectuels les plus insoupçonnables et insoupçonnés et que le CES n'est pas connu, même pas des intellectuels. Quand on a passé les résultats des radios trottoirs, il y en a qui ne connaissent même pas le cycle du CES. Et on ne sait pas ce qu'on y fait. Et madame a posé une question tout à l'heure. Si déjà ceux qui parlent français ne connaissent pas le CES, n'allez pas demander à nos populations de savoir ce que c'est que le CES. La semaine dernière, et là j'en viens au déficit communicationnel, la semaine dernière, nous, conseillers, nous étions sur le terrain, sur toute l'étendue du territoire national, pour, avec l'appui du PNUD, pour sensibiliser les élus locaux par rapport aux objectifs de développement durable. Mais vous savez que les élus ont souhaité que de temps en temps, les conseillers reviennent à la base pour les informer, parce que, même pour les sensibiliser, pour les former, parce qu'ils ont trouvé que les ONG qui sont passées avant le CES pour les informer, les sensibiliser, les former sur les ODD, la qualité de ce que le CES est venu faire est différente de la qualité de ce que les ONG sont venus faire. Ils sont allés jusqu'à dire qu'il y a un conseiller qui était élu dans la salle où nous étions à la préfecture de Porto Novo et qu'ils n'ont plus jamais revu.
et que c'était une occasion pour eux de revoir ce conseil-là qui est au Conseil économique et social aujourd'hui au titre des associations de développement. Ça veut dire qu'à l'interne, nous devons faire un effort pour aller de temps en temps, sinon plus fréquemment, vers les populations pour nous faire connaître. Et je crois que M. Assa a donné plein de pistes que nous avons intérêt à exploiter au niveau du Conseil économique et social si nous voulons, si tant est que nous voulons que l'institution soit connue et que les autorités prennent en compte les résultats de nos travaux. Moi, c'est Patrice Sago et je parle ici au nom du Forum Biodiversité, qui est un ensemble d'ONG et de personnalités qui travaillent dans le domaine de l'environnement et de la diversité biologique. Je suis très heureux d'être ici, à ce forum, parce que je peux dire, une toute première fois, on s'est souvenu des structures qui travaillent dans le domaine de l'environnement. Et j'espère que c'est pour ouvrir, comme le président l'a dit, de nouveaux horizons pour de nouveaux sujets dans le cadre de l'utilité et de l'importance de la structure. Je suis resté attentif au discours du ministre d'État qui disait ceci: nous reconnaissons très bien l'utilité, le rôle, tout ce que le CCES a fait pendant tant d'années. Mais il reste à convaincre le gouvernement de l'utilité et de l'importance. Cette phrase m'a fait titre. Et j'ai dit, comment est-ce que le CES peut arriver à démontrer encore? Ça veut dire que suffisamment, on n'est pas encore convaincu de cette utilité et de son importance. Et je lis cette préoccupation du ministre au projet de révision de la Constitution qui a enlevé systématiquement le CES de notre Constitution. Est-ce que ce n'est pas préoccupant? Moi, je pense que tout ce que vous allez dire, si vous ne répondez pas à cette question du gouvernement, la Constitution prochaine risque de ne pas contenir le CES, ce que je ne souhaite pas. Monsieur Sago, vous avez votre petite idée pour proposer... On va en parler après. Maintenant, on a dit aussi que le chef de l'État peut consulter le CES. Ça veut dire que le Béninois lambda ne peut pas consulter le CES. C'est juste une interprétation. Je ne dis pas que c'est ça. Mais vous dites que vous occupez des questions sociales. Comment est-ce que le Béninois lambda, une structure de la société civile, peut consulter le CES pour que ses préoccupations soient satisfaites? C'est-à-dire que moi, je voudrais savoir ça. Si je constate qu'une structure n'est pas importante pour moi, à quoi bon de venir la consulter? Autre chose, on a cité tous les membres du CES ici. Mais vous connaissez le poids des paysans et des petits paysans au Bénin. Il paraît qu'ils sont plus de 80% de la population. Mais je n'ai pas entendu parler de ça. Ils sont d'une importance capitale pour l'économie du Bénin. Mais moi, je ne les ai pas entendus ici. Si ces gens ne sont pas avec vous, comment voudriez-vous que dans les foyers de Tchoumi-Tchoumi, à Djougou, à partout, que lui parle de vous pour dire que c'est à cause d'eux que ma condition s'est améliorée? Vous n'entendrez pas. Moi, je voudrais vous appeler à ça. Et que, pour finir, désormais, l'environnement, la biodiversité et l'agriculture paysanne constituent une priorité pour le CES. J'ai une préoccupation. Je voudrais savoir si le CES se penche un peu sur la gestion des conseils municipaux et communaux dans notre pays. Et si oui, est-ce que les avis du CES sont considérés afin pour éviter un tant soit peu ce spectacle désolant
de destitution des maires au niveau de nos communes. Moi, je réponds au nom de Sani Adamou, je suis de la commune de Niki, structure fêtière des associations des jeunes. Et moi, je voudrais m'intéresser plus à la deuxième communication et demander concrètement quelles sont les relations institutionnelles qui lient le CS aux autres structures telles que la HAC et le ministère de la Communication. Moi, c'est Lawani Lassisi. Je suis des OSC, je suis venu de Malanville. Je dirais aussi que je suis très ravi de prendre part au présent forum parce que le thème en dit long sur tout ce que nous apprenons à propos du CS. Et le modérateur, dans la conclusion de la cérémonie d'ouverture, a dit quelque chose qui me réconforte à plus d'un titre. Il dit que le ministre d'État a dû se soustraire du Conseil des ministres actuellement en cours pour venir prendre part à la cérémonie d'ouverture du forum, du présent forum. Je pense que ça, c'est très profond. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, le gouvernement est conscient que le CS fait un travail très appréciable. Cela a été répété même par beaucoup d'autres intervenants. Et je pense que c'est ici le lieu de dire ouvertement que le projet de révision de la Constitution qui a tenté de faire un blackout sur le CS, peut-être qu'en ce temps, la visibilité n'était pas vraiment bien perçue. Et en matière de visibilité, je voudrais dire ici que, selon moi, la première visibilité qu'on doit tenter d'implémenter au CS, c'est de diffuser et de rediffuser très largement les travaux du présent forum. Il faut vraiment faire une forte médiatisation à propos du CS. Et ma seconde préoccupation concerne les sujets d'autosaisine dont la première communication a parlé. Et il y a un sujet qui parle de, si j'ai bien entendu, de gestion du temps au Bénin. Je ne sais pas si c'est bien entendu. Si c'est le cas, je voudrais en savoir plus. Et parmi les sujets d'autosaisine, je voudrais suggérer qu'il y a un fléau qui est en train d'avoir cours dans ce pays, et qu'il serait important que le CS prenne en compte, c'est la transhumance. Et surtout la transhumance transfrontalière, avec tout son lot de désolation. Parce que ce fléau est à la fois sociale, économique et quoi sais-je encore. Donc c'est une doléance que je formule comme ça. Je vous remercie. Je représente l'Église du christianisme céleste. Et je voudrais partir de la présentation de M. Gustave Assa pour chercher de savoir si c'est une faiblesse institutionnelle ou un déficit dans la communication qui fait que le Conseil économique et social n'est pas connu. Je voudrais surtout souhaiter que les institutions restent dans le cadre qui leur est tracé pour déjà évoluer et que le Conseil économique et social ne panique pas à l'idée que quelqu'un vienne dire un jour « mais il faudrait que cette institution disparaisse ». Ce serait le moment de mieux évaluer ce que vous avez pu apporter à la nation. La difficulté que le Conseil économique et social vit aujourd'hui, c'est peut-être la même difficulté que connaissent les religions dans notre pays. Les têtes couronnées vont vous en dire plus. Eux qui sont peut-être des gens en train de régler les litiges au niveau des villages, qui font beaucoup dans du social, mais demandez à quelqu'un, ils vont vous dire, mais les pasteurs là, les gens d'église, ils ne servent à rien. Alors, mais le jour où ces églises et les têtes couronnées vont disparaître,
le gouvernement fera très tôt pour pouvoir les ramener encore. Et c'est ce que nous devons éviter. Je voudrais donc terminer en allant dans les mêmes propositions de l'organisation de quelqu'un qui représentait l'organisation des jeunes et de mon ami de l'environnement qui est intervenu tout à l'heure et qui parlait de la sous-représentation plus tôt. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose à proposer pour que le Conseil économique et social soit mieux connu, ce serait plutôt de revoir comment le Conseil économique et social est composé, quelles sont les couches et comment on désigne les représentants de ces couches-là au Conseil économique et social. Parce que le Conseil apparaît aujourd'hui comme un réseau de personnes connaissant la chose étatique et cherchant des faveurs du gouvernement qui viennent se loger dans une institution, laissant de côté la grande masse. Un jour, vous êtes là, on vous dit, bon, le Conseil économique est renouvelé, voilà, les syndicalistes sont là, d'autres sont là, et puis, c'est parti. La grande masse n'est pas informée du processus qui contribue à mettre en place l'organe important que constitue le Conseil économique et social. Si déjà cela est fait, je crois que vous aurez mieux pénétré la population et on vous connaîtra beaucoup plus. Quand j'ai écouté les communicateurs, je peux tirer la conclusion que le CS n'a pas de journal de débat. Même si le CS en a, c'est resté sous table, comme la Constitution veut que le CS même reste sous table, ce qui est une ingratitude institutionnelle. Mais maintenant, il y a les réseaux sociaux qui sont partout et qui émanent de partout pour la masse. Si ce fait qu'au cours des débats, un conseiller ou quelqu'un dans l'anonymat fait sortir les débats ou les secrets du CS dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que le CS ou cette personne ou cette personnalité risque? Je voudrais, avant mes propos, dire merci au président du Conseil économique et social pour déjà, depuis les différents présidents jusqu'à lui, pour ce que l'institution a pu faire à ce jour. Ce n'est pas rien. Par contre, je réponds ici au nom du Haut Conseil des rois du Bénin. Je suis le roi de Komé, Sa Majesté Fior Togbi Akati de Djidji-Levo. Je couvre la dynastie royale Ouachi du Bénin, du Togo et du Ghana. J'ai juste une petite préoccupation. Je voudrais, moi non plus, que le Conseil, à l'occasion de ce forum, puisse nous éclaircir. Éclaircir aussi nos lanternes, comme l'a dit la dame tout à l'heure. On a besoin aussi de savoir quelle est la déontologie. C'est quoi la vraie mission du Conseil économique et social? Nous avons besoin de le savoir. On a eu les thèmes ici et ce n'est pas encore suffisant pour nous. Et au même moment, on a besoin de savoir en plus, pour les membres, les conseillers qui régissent au sein du Conseil économique et social. Nous sommes aussi une organisation de la société civile à part entière, la chefferie traditionnelle. Je voudrais savoir quel est le rôle et quelle place est réservée à la chefferie traditionnelle au sein du Conseil économique et social. C'est important, parce que finalement, si toutefois il faut nous faire recours à la dernière minute, je crois qu'il vaut mieux revoir un peu la faisabilité et nous mettre en amont pour ne pas nous mettre en aval après. Il y a des cas parmi nous où on a besoin de savoir, et la chefferie traditionnelle, et les confessions religieuses aussi diront la même chose, comme l'a dit mon prédécesseur tout à l'heure. Nous vous invitons à nous expliquer pour
les OSC, qui sont, quelle est la façon dont ils sont nommés, quelle est la procédure. Et comme l'a dit l'autre, qu'on ne nous balance pas que des noms. Après, voilà, le Conseil économique et social est renouvelé, et les sièges sont renouvelés, et voilà, et on nous le jette à la figure. On souhaite que ça se fasse mieux et qu'on nous informe. Vous avez trouvé la solution aujourd'hui de nous inviter, certes. On a pris part, on est venu, et prenez toujours la peine de nous inviter pendant qu'il y a ces élections et que nous prenions part, à part entière, dans le processus de développement des activités de nos pays et sur le volet social. Et nous ne sommes pas que des rois qui sont assis dans nos palais à ne rien faire. Nous travaillons aussi. Et les preuves sont là avec, en plus, les institutions internationales. Et ça, nous pouvons vous le dire, vous donner la preuve. Donc nous sommes actifs et on a besoin de vous pour nous accompagner et comme vous avez besoin de nous. Et nous vous le demandons, donnez-nous notre place et ensemble, nous allons œuvrer et vous aurez le temps d'en juger. Ma question est très simple. Et quand on parcourt toutes les activités du CS, on se rend compte que le travail abattu n'est pas une affaire à négliger. Cependant, je voudrais savoir si il y a un site web pour le CS et quelles sont les rubriques qui animent ce site web-là. Parce que c'est à ce niveau que moi-même je me suis dit, mais s'il n'y a pas visibilité, il y a aussi une portion de cela actuellement, puisque un site web, c'est important pour une institution de ce genre. Je voudrais savoir, puisque nous parlons de visibilité, et on se demande si c'est dû au déficit de communication, est-ce qu'il existe au sein du Conseil économique et social un mécanisme de reddition de comptes à la base? C'est ce que je voulais savoir. Je suis heureux en écoutant surtout les représentants des organisations sociales et même des personnalités provenant du gouvernement. Mais il y a un problème préoccupant. Et certains l'ont souligné tout à l'heure. Le ministre d'État, représentant du chef de l'État, dit que le CS n'a qu'à convaincre de son utilité. Je crois que le vrai problème est là. Mais ce n'est pas pour autant difficile. Moi, je souhaite qu'on se réfère à ce qu'a visé les constituants en 90. Parce que le vrai problème, c'est ceci. Dans des démocraties où on choisit les responsables en tenant compte de leur programme, les gens ne s'interrogeraient pas tant sur l'utilité du CS. Parce que tous les sujets dont ceux qui ont parlé se sont préoccupés tout à l'heure, la majorité de ces sujets sont traités par le CS. Et l'objectif était que, et les partis politiques, et tous ceux qui sont concernés par la politique, sachant que ceux qui composent le Conseil économique et social sont des gens qui ne sont pas là pour exprimer leur opinion politique, mais ils traitent des questions de façon technique et objective. Ceux-là devaient normalement se saisir de ces sujets et à l'occasion des élections, lorsque par exemple le gouvernement ou le Parlement n'ont pas tenu compte de ces avis, dire mais voilà tant, puisque ce sont nos représentants en fait. L'objectif est là. Pourquoi le CS qui est constitué de personnalités, et c'est la seule institution où on a dit que tous les conseillers sont constitués de personnalités, et c'est là également où ceux qui doivent les choisir, leur corporation, doivent savoir ce qu'ils doivent faire. Donc, lorsque les sujets sont techniquement traités et objectivement traités, et ça a toujours été le cas, la question se pose de savoir pourquoi c'est fait ainsi et le gouvernement refuse de prendre ça en compte. Pourquoi les parlementaires ont cela et n'ont pas tenu compte dans le cadre des lois qu'ils ont votées. Il faut retourner en arrière pour voir le problème qu'a posé l'exécution de la loi de la Constitution et la loi organique qui a prévu le CS.
Au départ, le président Soglo, qui est celui qui devait l'appliquer, n'a pas accepté. Il a dit qu'il a ses conseillers. Mais lorsque le responsable politique a dit qu'il a ses conseillers, c'est sa politique qui demande à ses conseillers de traduire, d'aider. Mais ce n'est pas le cas du Conseil économique et social qui, eux, observent pour choisir. Donc, moi, je pense qu'il faut que les gens essayent de voir cet aspect de la chose. Et que ceux qui sont dans les organisations civiles sachent que la publication qui doit être faite dans le journal officiel n'est pas faite. Bon, ma première question. Est-ce que le Bénin dispose d'un document ou d'un traité de politique économique et sociale, ou bien c'est les documents de Bénin à l'AFIA 2025 ou bien les objectifs pour le développement qui font office de politique économique et sociale au Bénin? Ma deuxième préoccupation, concernant la problématique de la visibilité du CES, bon, personnellement, je pense que c'est une faiblesse. J'ai été très heureux la dernière fois d'assister à une séance du CES à la préfecture de Cotonou, où il nous a été démontré les objectifs de développement durable. Et nous avions formulé le vœu que cela soit popularisé au niveau de tous les élus, depuis la base jusqu'au sommet, pour qu'ils puissent s'en approprier et fonder donc désormais l'élaboration de leur PDC par rapport à ces ODD. Alors, je voudrais rêver avec le CES, lequel rêve consisterait en ce que tout ce que le CES fait soit contenu dans un répertoire dont on pourra se servir pour élaborer nos politiques de développement. Parce que si je m'en tiens à ce qui est écrit, le CES s'occupe donc de tout ce qui est intérêt économique, social, culturel, environnemental, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour le développement de notre pays s'il n'y a pas tous ces éléments? Je souhaite donc, à travers ce rêve, que le CES se vende davantage mieux. Et comment? En faisant donc le lobbying, non seulement auprès du gouvernement, mais auprès de l'Assemblée nationale, pour que certains de ces déshydratats qui sont puisés depuis la base puissent être pris en compte au niveau donc du sommet. Ainsi donc, il aura donc joué pleinement son rôle et on aurait senti donc l'impact de ces actions à travers les décisions prises au sommet. Le Conseil économique et social, le président de la République peut consulter le Conseil économique et social. Le Conseil économique et social, de sa propre initiative, peut prendre des résolutions, attirer l'attention du chef de l'État. Et sur la demande du gouvernement, le Conseil économique et social peut désigner certaines demandes. La composition est là. Je retourne au test de 59. Vous allez voir la force de ce test. Et le Conseil économique et social donne son avis sur toutes les propositions de loi, les projets d'ordonnance, les décrets dont il est saisi par le Premier ministre. Alors, sa consultation est obligatoire. Lorsqu'on rend obligatoire cette consultation, ce n'est pas laissé au niveau de l'institution exécutive pour son bon vouloir. Et sur la matière visant le plan et les lois et programmes à caractère économique, le Premier ministre peut aussi consulter, mais le Conseil économique et social peut s'autosaisir d'un certain nombre. Les mandats sont précisés. Une loi organique détermine la composition, le fonctionnement du Conseil économique et social. Lorsque la loi organique précise et donne la liberté au niveau de la communication, la possibilité de communiquer, de diffuser des informations, de publier les rapports
au niveau donc de l'institutionnel, disons, le boulevard est ouvert. La possibilité ici, c'est ça. C'est pourquoi je demandais, qu'est-ce qui est dans la loi organique aujourd'hui au niveau du Parlement? Est-ce que, conscient de ces freins qui existaient au niveau du Conseil économique et social, est-ce que vous avez pu mettre ce qui peut permettre au Conseil économique et social de naviguer sur ces aspects où il y a ce déficit en communication, où il y a cette limite-là au niveau institutionnel? Quels sont les points? Est-ce que, j'allais aussi demander tout à l'heure moi-même, si j'avais la possibilité de vous poser la question, est-ce que cette loi organique qui existe aujourd'hui sur la table des députés, est-ce qu'elle est participative? Oui, vous êtes très représentatif, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres institutions qui ont regardé un peu en dehors des conseils, de vos conseillers? Est-ce qu'il y a d'autres organisations de la société civile? Est-ce qu'il y a des gens, des députés qui ont vu avec vous? Est-ce qu'il y a des élus locaux avec lesquels vous avez testé un peu le contenu de cette nouvelle loi organique pour qu'on se sente à l'aise? La dernière fois, quand l'institution a été attaquée, nous nous sommes sentis attaqués également. Et nous avons fait autant que faire ce qu'il faut pour revendiquer le droit à l'existence de cette institution importante pour nous. Donc je suis d'accord avec celui qui a affirmé d'office que c'est à la fois une faiblesse institutionnelle qui doit ouvrir le boulevard à la communication. Nous avons quand même pu démontrer qu'il y a plus un problème au niveau de la communication qu'il y ait ce problème. Si on arrive à déclencher le goulot d'étranglement institutionnel, on aura le boulevard pour la communication. Mais il y a trop de choses qui se font déjà et qui sont aussi bloquées par les autres étapes de publication, par exemple, de mise en place d'un dispositif. Celui qui a demandé, est-ce qu'il y a un mécanisme réditionnel au niveau mettons, du Conseil économique et social? C'est oui et non. Oui au plan institutionnel parce que vous êtes des élus. Vous êtes venus ici sur une certaine légitimité, sur une base des gens qui vous ont fait confiance, qui vous ont élus et vous ont envoyé au niveau du Conseil économique et social. Ça veut dire que vous êtes des mandataires d'une communauté de mandants qui vous ont envoyé ici et pour lesquels il n'y a jamais de reddition de comptes. Je dis bien jamais, dans la mesure où les textes n'ont même pas précisé les conditions dans lesquelles vous devez rendre compte à la base. Et donc, vous prenez des mandats pour lesquels vous ne rendez pas compte. Vous êtes débiteur de compte à la communauté qui vous envoie ici. Et donc, moi, je pense qu'il faut, si ce n'est pas dans la loi organique, le mécanisme réditionnel de demande et d'offre de reddition de comptes, le problème se pose. Combien d'organisations, combien d'institutions peuvent demander des comptes au CES aujourd'hui? Quels sont les textes qui le précisent? Et comment vous demandez compte? Et comment aller rendre compte? J'étais content tout à l'heure, on a dit, nous sommes allés sur le terrain pour aller parler de ODD. D'accord, des objectifs de développement durable. La communauté, celui que vous avez élu là, son problème se trouve dans ODD, dans les indicateurs, dans les cibles. Mais il a un problème de ponceau immédiatement là. Il a un problème de piste rurale. Et vous avez pris en compte un certain nombre d'études. Il faut que la loi vous autorise à publier ces résultats de ces études-là et à agir sur l'impact nécessaire au niveau des communautés. Donc moi, je pense que c'est pour ça que je suis en parfaite harmonie avec ceux qui pensent que les deux se lient et les deux sont ensemble. Et la lutte à faire aujourd'hui, c'est que nous ayons la possibilité que la loi organique soit modifiée et que nous ayons des coudées franches pour aller plus loin. Et l'utilité des CES, attribution du CES dans les autres pays, le président va répondre à ça tout à l'heure. Le CES, effectivement, son utilité, vous l'avez prouvé, c'est les alternatives au renforcement des capacités, c'est la mobilisation autant que faire se peut, c'est la possibilité d'aller dans les rassemblements, c'est le caractère au niveau du CES de pouvoir supplier au rôle des partis politiques. Justement, oui. Le CES fait beaucoup aujourd'hui que les partis politiques ne font pas. Le CES fait beaucoup aujourd'hui pour aider les partis politiques. On se demande même si parfois le CES n'est pas l'appendice des partis politiques. Non, pas encore. Mais je ne suis pas sûr. Vous voyez un peu? Non, enfin, on se demande. Ce n'est pas ça. Pardon, ne vous fâchez pas. Et est-ce qu'une OSC peut consulter le CES? Bien sûr. Moi, j'ai été plusieurs fois rencontrer le CES sur beaucoup de sujets.
Et avec le CS, tout à l'heure, quand je parlais donc, de se mettre ensemble pour faire beaucoup de choses, nous avons postulé ensemble au niveau de la SC10 et nous avons gagné au niveau de la SC10 un trophée, Monsieur le Président. Donc, ce trophée existe aujourd'hui. Nous avons postulé avec les ODD, les OMD justement. On a postulé, on a travaillé avec le Conseil économique et social. Et je m'étonnais tout à l'heure de celui qui dit que l'environnement n'est pas représenté. Je crois qu'il y a des ONG d'environnement qui sont au cœur du CS, justement. Et ceux qui disent que les petits, là, ne sont pas aussi dedans, comment on appelle, l'implication des jeunes et des paysans, des petits paysans ne sont pas là. Bon, les Lawani sont alors vieux. Donc, Lawani, vous êtes vieux alors. Donc, les jeunes sont représentés. Mais je crois que ce qu'ils veulent dire, je comprends ça. Il y a un espace institutionnel qu'il faut ouvrir. Je l'ai dit dans mon exposé. Il faut ouvrir, il faut voir. Est-ce qu'il y a une possibilité aujourd'hui pour ouvrir plus large? C'est ça que nous cherchons aujourd'hui. Donc, les jeunes ont le droit, totalement mais en partie, de revendiquer cet espace-là pour qu'on puisse le donner. J'ai plaidé pour vous, jeunes. Vous devez acclamer pour que le président ouvre ça tout à l'heure quand il va pouvoir le faire, mais pas maintenant. Et il y a aussi des artisans qui sont là, qui sont représentés. Donc moi, je pense que plus représentatif que le CS actuellement, je crois qu'on n'en a pas encore au Bénin. Le CS est très représentatif. Mais le CS peut être plus représentatif que ça, c'est ce que nous cherchons. Le CS peut aller plus loin. Et donc, on pourra le faire aussi. Relations institutionnelles entre le CS et la HAC. Je crois que dans cet espace, l'exemple que nous avons eu ici, qui était très éloquent, c'était le leadership que le président Biya avait joué pour les élections, où certaines institutions constitutionnelles et non constitutionnelles qui ont pu se mettre ensemble pour jouer un rôle important dans les étapes assez sérieuses des élections que nous avons passées. Donc moi, je pense qu'il faut le faire. Le projet de révision de notre Constitution, chaque fois que ça va mettre de côté le Conseil économique et social, ça va toujours échouer. Non, c'est une prophétie, hein. Écrivez ça. Si on met le Conseil économique et social de côté, ce texte ne va pas prospérer. On peut procéder par la Cour pour pouvoir aller un peu plus loin. On va davantage insister pour pouvoir le dire. Mais c'est curieux que le gouvernement dise qu'il faut davantage les convaincre. Ça veut dire qu'il faut davantage dialoguer avec eux. C'est ce que moi j'ai compris. Il faut davantage leur prouver que vous existez. Il faut davantage montrer l'impact du CES dans la pertinence d'une démarche de transformation de nos communautés à la base. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui manque. Il y a trop de choses qui sont faites aujourd'hui pour pouvoir montrer les capacités que nous avons aujourd'hui. Et donc, la proposition de loi organique, elle doit être participative. Si elle ne l'est pas, trouver la manière de gérer ça. La place de la chefferie, c'est dans la dimension institutionnelle toujours. Je crois que j'ai fini et je voudrais vous remercier une fois encore pour votre aimable attention. Je vous remercie. Tout d'abord, avec votre permission, je voudrais faire une petite mise au point. Je voudrais faire une petite mise au point. Comme nous le savons tous, on parle d'institutions de contre-pouvoir, n'est-ce pas? Et pour ce qui concerne notre pays, institution de contre-pouvoir, c'est l'Assemblée nationale, le CES, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Haute Cour de justice, et puis, je crois, la HAC. C'est les 6 autres, ça. Institution de contre-pouvoir. J'avoue que je n'ai jamais aimé ce terme-là, entre nous. Je n'ai jamais aimé le terme de contre-pouvoir, pour la simple raison que, quand on dit contre, là, contre, c'est comme si on tirait vers le bas. Je n'aime pas qu'on tire vers le bas. J'entends, je disais, institution garde-fou. Mais le terme de fou, ça me gêne. Parce que le président n'est pas un fou. Le président de la République n'est pas un fou. Alors, avec le temps, j'ai plutôt pensé au terme d'institution d'équilibre. Institution d'équilibre. Pourquoi je dis équilibre? C'est que institutions qui doivent œuvrer
dans le sens du bien-être ou du mieux-être des populations. Institutions d'équilibre, des institutions qui permettent l'équilibre de la nation. Bien sûr. Pourquoi je dis institution d'équilibre et que je n'aime pas le terme de contre-pouvoir? D'abord, même quand on voit les choses de près, bon, le CS maintenant est à l'ordre du jour. Mais lorsque nous voyons les textes, enfin toutes les lois organiques, en fait, aucune institution, je dis aucune institution, ne s'impose au chef de l'État. Aucune. Aucune. Et j'explique. Un exemple, on prend à l'Assemblée nationale, lorsque l'Assemblée ne vote pas le budget, pour une raison ou une autre, et souvent pour des raisons politiques, le chef de l'État peut, par ordonnance, n'est-ce pas, exécuter le budget de l'État. Lorsque la Cour suprême tranche, c'est la Cour, enfin, la Cour suprême, bon, c'est le terme adéquat. Sinon, le vrai suprême, c'est le Seigneur Tout-Puissant, le vrai suprême. Mais comme nous sommes des hommes avec toutes nos faiblesses, bon, il y a forcément une cour qui tranche en dernier ressort. C'est pour ça qu'on l'appelle Cour suprême. Mais quand la Cour suprême a tranché, le chef de l'État, par ce qu'on appelle communément la grâce présidentielle, je dis, par la grâce présidentielle, il peut, bon, non pas pour aller contre la décision de la Cour suprême, mais il peut. Quelqu'un condamné, le chef d'État peut, par la grâce, bon, le libérer. Oui ou non? La Cour constitutionnelle, il faut que les choses soient claires. Les membres de la Cour constitutionnelle ne s'imposent pas au chef de l'État. C'est la Constitution qui s'impose au chef de l'État. Je dis bien, c'est la Constitution qui s'impose au chef de l'État. Et comme c'est là, les membres de la Cour qui constituent la Cour constitutionnelle, ce que les membres disent, c'est ce que dit la Cour constitutionnelle. C'est ça, il faut le comprendre comme ça. Et nul n'est au-dessus de la loi. La Constitution étant ce qu'on appelle la loi fondamentale. Donc personne ne peut aller contre la loi fondamentale, contre la Constitution. La Constitution s'impose au chef de l'État, mais les membres de la Cour constitutionnelle ne s'imposent pas au chef de l'État. C'est pour vous dire quoi? Que on dit souvent on ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Il faut qu'il y ait un chef. Mais nous autres, là, nous autres institutions, nous sommes des institutions qui doivent permettre que le chef de l'État ne se trompe pas ou se trompe le moins possible. Dans l'intérêt, bien entendu, de nos populations. C'est ça, les institutions. C'est cela, les institutions. Mais moi, j'avoue que c'est par la pratique que j'ai commencé à avoir quelques appréhensions. Par la suite, au départ, j'étais entièrement d'accord avec la loi organique, entièrement d'accord avec les attributions du CS par les quatre articles de la Constitution, 139, 140, 141, je crois. J'étais d'accord avec ça. Et d'accord avec la loi organique. C'est au fil des années où j'ai commencé à avoir, disons, quelques appréhensions. Et pour cause. Si les responsables avaient un sens aigu de la responsabilité, je dis un sens aigu de la responsabilité, il n'y aurait pas de problème. Comme il s'agit du CS, je dis, il faut éviter des conflits d'attribution. Le rôle du CS n'est pas de s'imposer au chef de l'État, non.
où lorsque le CS a décidé, le chef de l'État doit appliquer. Non. Sinon, il n'est plus chef de l'État. Il n'est plus président de la République. Si le CS dit, faites ceci et que bon, il doit faire, non, il n'est plus chef de l'État. Mais le rôle du CS, c'est de dire, et en connaissance de cause, le CS, par sa composition, a cette, j'allais dire, cette force. Voilà, pas pouvoir. De par sa composition, le CS, il a ce qu'il faut pour que le chef de l'État se trompe le moins possible. Le CS n'est pas une assemblée de politiciens. Vous pouvez être RB, Far Lafia, Kardounia, et PRD, et être membre du CS. Mais vous n'êtes pas au CS en tant que membre du Far Lafia ou membre du PRD, non. Indépendamment, en dehors des 5 qui sont désignés, des 3 par le président et 2 par le bureau de l'Assemblée nationale, qui peuvent ne pas être forcément des politiques. Attention. Les 25 autres ne sont pas là en tant que politiques. Et c'est tous des élus. Pour revenir à ce que je disais, je dis le fait même de dire au départ que le Conseil fait ceci, le Conseil peut s'auto-saisir, le Conseil peut. Mais on doit le consulter pour certaines choses. On doit, je dis bien doit. Et c'est la loi qui le dit. Je dis ça devrait suffire. Ça devrait suffire. Je ne veux pas jeter la pierre à personne, mais je dis dans un pays où on se respecte, dans un pays où on a le sens aigu des responsabilités, du partage et de ce que j'appelle l'équilibre, il y a des choses qu'on ne devait même pas dire. Moi, j'ai été président pendant 10 ans, mais 7 des 10 ans-là, j'ai fait ça avec le président Kérékou. 7 des 10 ans-là, c'était quand Kérékou était président. Hein. Je n'étais pas sous Kérékou. C'est les ministres qui sont sous Kérékou. Les présidents d'institutions ne sont pas sous le chef de l'État. C'est là que j'ai compris beaucoup de choses. Après les recommandations, j'ai eu à rendre visite au chef de l'État, à demander à le rencontrer plusieurs fois. Mais je dois avouer que le président Kérékou, bon, chaque homme a ses insuffisances, ses faiblesses. Mais j'avoue que surtout les 4 dernières années que j'ai eu les 4 dernières de son deuxième mandat, de son dernier mandat, j'avoue que j'ai compris qu'il ne comprenait pas, mais la collaboration entre nous était, je vous assure, était impeccable. Parce que quand j'allais le voir, c'est là que je dis que les conseillers, là, il y a des conseillers, excusez-moi, bon, de parler comme ça, les conseillers ne jouent pas toujours leur rôle. Ou le cabinet, on ne joue pas correctement, parce que le président n'est pas là pour voir, pour tout savoir, pour tout suivre, non, ce n'est pas son rôle, ça. Sinon, pourquoi il y a des conseillers? Pourquoi il y a des conseillers? Il a un cabinet, pourquoi? Bref, pour revenir à ce que je disais, c'est lorsque j'arrive d'aller rencontrer le chef de l'État que, croyez-moi, sans exagérer, les 90% de nos avis et recommandations passaient. Et il se faisait le devoir, l'agréable devoir, je dis pendant les 3 ou 4 dernières années de chanson, de donner suite à nos avis et recommandations. Et dans les suites, j'avoue, ceci est en train d'être fait. Par rapport à nos recommandations, ceci a déjà été fait. Mais il a fallu chaque fois, il a fallu que je me sois déplacé pour que le chef de l'État, et je dis, j'ai souvenance un jour, quand on était sur, je crois qu'il y avait une grève, on a fait une recommandation. On a envoyé au chef de l'État. Quand j'avais été voir le président Kérékou, il me disait, mais président, est-ce que vous avez rencontré, est-ce que le ministre des Finances, vous l'avez invité? Je lui ai répondu qu'on l'a invité, mais malheureusement, il est tout le temps en mission, il est. Ah, il m'a dit, mais il doit vous voir, le ministre des Finances. J'ai dit, il est en mission. Et je lui ai ajouté que le Conseil n'a pas besoin forcément de l'éclairage du ministre pour faire son travail. C'est ce que je lui ai ajouté. Et le travail, on l'a fait. Et nous avons des contraintes. Quand nous sommes en session, c'est peut-être pour 8 jours, peut-être pour 15 jours, peut-être pour 30 jours.
Mais on ne peut pas attendre un ministre indéfiniment. Mais depuis là, je me rappelle un jour, j'ai reçu, je lui ai dit que voilà, quand on appelle les ministres, ils sont tout le temps occupés, ils sont tout le temps... Il dit quoi? Vous les invités n'arrivent pas. Je dis, ça arrive souvent. Je vous assure, le lendemain, j'ai eu 30 minutes avant l'heure prévue. Tous les ministres, ils étaient 5 ou 6, il y avait éducation, il y avait fonction publique, il y avait quoi encore là. En tout cas, ils étaient près de 4 ou 5. Ils étaient à mon bureau 15 minutes avant l'heure du rendez-vous. Ça, c'est un esprit de responsabilité. Le gouvernement travaille, le CIES aussi travaille. Et le CIES doit travailler parce que c'est une action d'éclairage. C'est l'institution qui donne l'éclairage par excellence sur les questions, pas politiques, hein, mais sur les questions d'ordre économique et social. Et je dis, les besoins fondamentaux de l'homme, se nourrir, c'est bien ça, hein, se soigner, se loger, s'instruire, et puis quoi, s'habiller. Ces 5 besoins-là sont économiques et sociaux. Ils sont économiques et sociaux. Je disais tantôt, dans ma communication qui a été très longue, je m'en excuse, je dis tous les pays parlent du développement économique. Il n'y a pas de pays qui ne parle pas de développement économique. Il n'y en a pas dans le monde entier, même pas les États-Unis. Ils parlent toujours de développement économique. Non, excusez-moi, non, peut-être pas, excusez-moi. Bon, non. Je parle de progrès économique et social. Tous les pays, sans exception, parlent de progrès économique et social, même ceux qui sont repus. Ceux qui sont repus parlent toujours de ça. Maintenant, nous qui sommes pauvres, très endettés, qu'on appelle PPPTE, qu'on appelle pays moins en voie de développement, que ce soit pays développés, tous ces pays-là, ça veut dire que c'est la pauvreté. Donc, nous avons besoin de développement économique et social. Donc, de façon indubitable, tout ce qui est économique et social est fondamental. En Côte d'Ivoire, je sais que tous les projets de l'État passent par le CIES. Tous les grands projets passent forcément par le CIES. Systématiquement. Et en Côte d'Ivoire, je crois que dans la préséance, le président du CIES, il est en 3e position. Hein. Après le président de la République, le président de l'Assemblée, je crois que c'est le président du CIES. Comment on appelle ça? Au Sénégal, c'est le 4e personnel de l'État. C'est pour vous dire l'importance qu'il donne à l'économique et au social. Maintenant, je dis, cette recommandation-là, je dis pour tenir compte des réalités, de nos réalités, c'est absolument nécessaire. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, bon, je comprends que bon, il a proposé, parce qu'il ne peut pas supprimer, il ne peut supprimer aucune institution. Le président ne peut supprimer aucune institution. Aucune. Il n'a pas ce pouvoir-là. Par contre, on sait comment ça se fait. Mais il a proposé. Je me rappelle, j'avais été interviewé sur la question, j'ai dit, mais que vraiment je suis surpris et que ce que je comprends, ce qu'il n'a pas compris. Excusez-moi de parler comme ça, ce n'est pas par impolitesse à l'égard du chef de l'État. Parce que j'étais surpris qu'un président, et particulièrement lui, qui est un acteur actif de la vie économique et sociale, parce que le CIES, c'est l'institution des acteurs actifs de la vie économique et sociale. Je me suis dit, il n'est pas au courant. Ça, c'est ce que je pense. Je dis, il n'est pas au courant. Ni des textes du CIES, et puis, ni de ce que le CIES a eu à faire. Ça, c'est une parenthèse. Excusez-moi, je n'ai rien contre le président Patrice Talon. Je n'ai rien contre qui, mais je dis ce qui est et ce que je pense. Maintenant, pour répondre rapidement aux questions qui ont été posées pêle-mêle, bon, quelqu'un a demandé le siège du CIES en 69. En 69. Comment? Oui. Bon, je pense qu'à vous dire vrai, hein, bon, en 69, bon, j'étais encore étudiant, bon, je n'étais pas ici, donc, bon, peut-être c'est pour ça que je ne sais pas là où c'est. Bon, je ne sais pas. Mais je pense que dans ce genre de choses, et par rapport à ce que je connais de Porto-Novo, je crois que, d'abord, c'est Porto-Novo, naturellement, la ville, et ça doit être certainement logé à la présidence, je pense. L'Assemblée nationale était juste en face. L'Assemblée nationale, c'était juste en face de la présidence. En 69, oui. Ah non, c'était ici la présidence déjà. Ça, c'est au départ. En tout cas, c'était en 69, je ne sais pas. Mais en général, c'est logé à la présidence. S'il n'y a pas un siège visible, c'est souvent à la présidence que
que c'est logique. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que c'est une institution qui est comme ça, hein, avec la présidence. Le CS, comme ça, en grande complicité positive. Bref, maintenant, le CS actuel, bon, je sais jusqu'à maintenant, j'allais dire jusqu'en 2009, mais comme de temps en temps, je suis là aussi, je sais que le siège qu'il a, il est toujours là provisoirement. Je dis bien provisoirement et je le souhaite que ce soit vraiment provisoirement. Mais au départ, c'était au Conseil de l'Entente en 1994. Voilà, on n'avait pas de... Hein, bon, on allait, c'était libre, le Conseil de l'Entente à l'époque. C'est là qu'on se tenait nos sessions, l'ancien Conseil de l'Entente. C'est quelques mois après, il me semble, vers 6-7 mois après, voilà, qu'on a trouvé le domicile. C'était le domicile du ministre de l'Intérieur. Non, au départ. C'était le domicile du ministre de l'Intérieur, là où on est maintenant. Là. Puis après, bon, Vidolé, on a fait son siège, et puis après, on a repris. Et bon, on a refait. Parce que ce n'était pas comme ça au départ. Hein. En 1994 jusqu'en 1999, ce n'était pas comme ça le siège. Hein. C'était juste une villa. Voilà. C'était juste une villa. C'était une villa. C'est le domicile du ministre de l'Intérieur. Donc c'est après que bon, on a arrangé un peu, on a fait les autres niveaux, bon, enfin bref. Bon, il fallait voir mon bureau. C'était comme le bureau à peine d'un directeur. Le bureau que j'avais au moment où bon, c'est après qu'on a fait ces travaux-là et puis on est là. Et je pense que c'est du provisoire. Parce qu'une institution telle que le Conseil de communication sociale, ce n'est pas comme ça. Dans tous les pays du monde, ce n'est pas une question de richesse ou de pauvreté, ce n'est pas en ces termes-là. C'est une question de principe et de noblesse. Le CS, son siège est prévu à Porto-Novo. Je pense que le président Briand et son équipe sont à pied d'œuvre pour... Bon, c'est toujours l'argent. Sinon, le siège définitif, c'est prévu pour Porto-Novo. Et si je le souhaite, par la grâce de Dieu, peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça va être une réalité. Bien, et très rapidement, pour répondre, il y a quelques éléments de réponse qui me tiennent à cœur. Bon, les jeunes, bon, ça c'est tout à fait normal. La preuve maintenant, on dit, faisons attention. Si on ne fait pas attention, les jeunes vont nous assommer. Les hommes, les jeunes et puis les femmes. Hein, bientôt, on parlera de conditions masculines. On a toujours parlé de conditions masculines, mais il faut faire attention. Dans quelques années, ce sera la condition masculine. Bon, bref, pour les jeunes, il faut avouer que c'est prévu dans la loi organique. Mais, sous quelle forme? Les fédérations sportives. On sait que là, c'est pour les jeunes. Hein. Je crois que par ce canal-là, on a pensé aux jeunes. Et parlant de ça, dans les réformes, je souhaiterais, là j'aborde un peu, pour parler un peu plus de jeunes, des jeunes dans la composition de l'institution. Dans les réformes, je souhaiterais d'abord que le nombre soit impair. Nous sommes 30, que ce soit un nombre impair. 30, 31, 33, 41, je ne sais pas, 40, que ce soit un nombre impair. La deuxième chose, d'abord même c'est la première raison pour laquelle j'avais souhaité. Ça fait longtemps qu'on a, depuis 2002 ou 2003, qu'on a demandé que le CS soit un peu plus étoffé. Ça fait longtemps qu'on parle de ça. Et pour cause, je dis, même quand on n'est pas très intelligent, la façon de se montrer plus intelligent que les autres, c'est de faire sienne, de faire d'abord sienne les intelligences des autres. Il faut d'abord prendre ce que les autres ont fait là. Vous prenez. À partir de là, maintenant, vous faites. Nous, c'est vrai, nous sommes une tradition ancienne, puisque le CS a été de 1958. Mais j'avoue qu'il y a des pays autour de nous qui fonctionnent depuis 1961, 1962, 1963. Le CS de Côte d'Ivoire, le CS du Sénégal, le CS du Niger, le CS du Burkina. Tous ces gens, ils ont 40 ans, 45 ans d'existence. Mais quand vous voyez, même en faisant un rapport en termes de population, je dis on fait un rapport en termes de population, le CS du Sénégal, ils sont près d'une centaine. Le Gabon, tout petit pays, tout petit, avec 1 500 000 habitants, ils sont plus d'une centaine. Je dis, ils sont plus d'une centaine. Le Niger, c'est dans la centaine. Pourquoi nous, c'est squelettique comme ça? C'est vrai, il y a la politique des moyens. Des moyens, mais on n'est pas plus pauvre que le Niger ou le Burkina Faso. Donc, je souhaiterais que le truc soit étoffé, que le nombre soit étoffé. Et ce, d'autant que, vous savez maintenant, il y avait 4 centrales syndicales en 1994, il y avait 6 départements en 1994. Aujourd'hui, il y a près d'une, je ne sais pas, demi-douzaine de syndicats. Non? Parce que
M. Todinou, vous êtes comme 7 ou 8 centrales syndicales, non? Combien vous êtes maintenant? Combien vous êtes maintenant? Je sais. Bien. Bon, je termine. Je termine dans 2 minutes. Donc, il faut que le CS soit étoffé, quoi qu'on dise. Bien sûr, avec un budget raisonnable. Bon. J'aurais bien voulu que vous vous prononciez sur la question de la saisine citoyenne, mais si vous permettez, pour le la saisine du citoyen, écoutez, on dit que ce qui n'est pas, excusez-moi, on dit ce qui n'est pas interdit, est permis. Oui ou non? D'accord, merci. Ce qui n'est pas interdit est permis. C'est bien ça qu'on dit, non? Dans aucun texte, il n'est dit qu'un citoyen ne peut saisir le CS. On dit que le chef de l'État saisit. Hein? Mais on n'a pas dit que c'est lui seul qui saisit. Et dans la réalité, croyez-moi, dans la réalité, c'est les aspirations de la base. C'est souvent de ça que nous faisons les autosaisines. Hein? Ah oui, il faut que les choses soient claires. Ah, ce n'est pas le CS qui se met à attendre là, on réfléchit. Non, on s'informe, et puis maintenant on vient. Il y a même des gens qui viennent individuellement dire qu'ils souhaiteraient que ce tel sujet fasse l'objet de choses. Donc, ce n'est pas un problème de chef d'État. Je crois que ce n'est pas aussi peu ce que nous venons d'échanger ce matin. Très rapidement, le président Toukourou, très respectueusement, merci président, nous a fait l'historique du Conseil économique et social. Ses missions, ses attributions, et même au-delà, c'est suffisamment rappelé de la loi organique qui régit le Conseil économique et social. C'est vrai, au moment où nous vous parlons, nous avons souhaité, nous avons même fait des recommandations dans un projet de revoir, de révision de notre loi organique et d'élargir le nombre de conseillers. Je ne me souviens plus du nombre, si c'est 41 ou si c'est combien, 43. Donc c'est en cours, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. La 5e mandature a encore réintroduit le même projet de loi sur la loi organique à revoir. Nous attendons, c'est quand même programmé. Bien au-delà, s'agissant de la chefferie traditionnelle et les confessions religieuses, je crois que cette nouvelle loi, désormais, les inclut pour être conseillers. Au-delà également des renouvellements des membres du Conseil économique et social, souvenez-vous, tout se publie très, très largement. Rien ne peut se faire de façon camouflée. Non, ce n'est pas possible. Et vous voyez autour de moi, hein, monsieur le vice-président, il est quand même dans ces bons moments, quand même, il n'est pas jeune ni vieux. Le premier secrétaire, c'est pareil. Le trésorier qui s'est excusé tout à l'heure, c'est pareil. Et maintenant, dans la composante, les 30 conseillers, nous en avons de tout, des jeunes. Donc, c'est dire que la jeunesse est largement représentée, mais cela ne suffit pas. Elle aura toujours une place encore prépondérante pour être plus représentative. Alors, parlant de l'utilité, le CS est utile, très très utile. Je voudrais dire, par un exemple très précis, le Conseil économique et social du Sénégal compte 210 membres. Le Conseil économique et social de la Côte d'Ivoire compte 230 membres. Le Conseil économique et social du Burkina compte 130 membres. Le Conseil économique et social du Mali, 90 membres.
De toute façon, toute comparaison faite, croyez-moi, le Conseil économique et social du Bénin a le plus faible nombre. Donc, souhaitons que la représentation nationale fasse quelque chose pour élargir très prochainement les membres du Conseil économique et social. C'est vrai, certains l'ont dit, ce creuset de concertation de toutes les expertises de notre pays qui compose le Conseil économique et social, les 30 membres, vous avez tout dedans. Je vais donner un exemple. Tous les mois, le président du Conseil économique et social du Sénégal et le chef de l'État échangent, se rencontrent. Ils ont appelé ça journée de quoi, mais mensuelle de quelque chose là comme ça. Ça ne rate jamais. Parce que les vrais problèmes du peuple, les vrais problèmes dont nos populations souffrent, c'est les conseillers qui peuvent mieux les comprendre et mieux les savoir. Nous sommes plus proches de nos populations. La faiblesse. Lorsqu'on dit que vous êtes un pouvoir à caractère consultatif, mais pas exécutif, il y a déjà différence. De toute façon, j'ai pu encore vous rassurer, le Conseil économique et social du Bénin fait son travail. Nos missions sont correctement menées. Nos recommandations et avis sont à chaque fois adressés au président de la République et au président de l'Assemblée nationale, tel que prescrit par les textes, par la loi. Donc je crois, nous n'allons pas être longs, nous sommes déjà très en retard sur notre ordre de jour, sinon plutôt sur la matinée, à savoir les deux communications. Et au nom de ceux qui viennent de vous répondre, je compte beaucoup sur M. Assa, qui est un expert bien connu de tout le monde. Également, le président Toukourou est aujourd'hui et désormais une grande mémoire de cette institution-là. Très sincèrement, je voudrais une fois encore adresser mes remerciements à toutes et à tous qui sont arrivés de loin comme de près pour répondre vraiment à cette rencontre qui est très utile. Donc je tiens une fois encore à vous dire merci.